passe à la suite. Je pense que ça vous intéresse. Choisir son arbre en fonction du sol, du climat et de la vigueur souhaitée. Alors nous, il y a une science arboricole, on commence à savoir un certain nombre de choses. Donc on va prendre des arbres un après les autres. Donc là, on a les besoins hivernales, on va passer rapidement. Il y a besoin hivernal de froid. Il est de 400 heures pour les petites, pour les choses qu'on plante dans le sud, hein, et il peut être de 1200, 1300, 1400, 2000 heures pour les choses, les arbres qui sont plantés dans le nord. Si vous prenez un arbre du nord, vous le plantez dans le sud, il n'aura jamais son froid hivernal, et donc son bourgeon, il saura jamais s'il est au printemps, en été, parce que le froid hivernal, c'est la remise à zéro. C'est la remise à zéro. Et l'année dernière, il n'y avait pas eu de remise à zéro en 2015. Et ça, vous l'avez remarqué, même dans les vignes. Sur la même grappe, vous avez des fruits hyper mûrs pourris, des fruits mûrs et des fruits verts. Des grains verts. Hein. On ne pouvait pas faire la récolte. On ne savait pas quoi. Il aurait fallu les grapper. Parce que la plante ne savait plus où aller en été. Donc elle n'a pas fait mûrir. Si vous n'avez pas de froid hivernal, vous n'avez pas un cycle régulier qui se met en place. Et c'est pour ça que si vous prenez un mirabellier et que vous le plantez dans le sud, il n'y a pas son froid hivernal, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit faire ses fruits, il ne sait pas quand est-ce qu'il doit... Alors, il se dit comme vous, quand vous n'avez plus de repas, il dit, ben, il faudrait peut-être que je fasse ça, puis dans l'autre à côté qui dit, t'es sûr? Voilà. Donc, après, vous avez la résistance au froid, moins 20, moins 25, hein. Vous avez la sensibilité au gel printanier, moins 4,2 en bourgeon clos. En stade pleine floraison, 3,2. Hein, on peut quand même avoir un peu de gel hein, dessus. Et le stade nouaison, c'est quand le fruit se retourne. Là, c'est le petit bébé. Hein. Là, il faut quand même un peu faire attention. Mais vous voyez qu'on est dans du négatif. Hein. Ensuite, les besoins en eau, 600 mm. Dans le sud, si vous n'avez pas 600 mm, il a un peu de mal. 600 mm, nous on a 800 mm. Donc on peut le mettre sur des coteaux où l'eau est drainante. Tu vois. Les plus forts besoins sont en juillet, août. Pourquoi? C'est à ce moment-là qu'il fait les bourgeons à fleurs pour l'année suivante. Et ces bourgeons à fleurs se révéleront que par le froid hivernal. Hein, si vous ne le faites pas, il ne saura pas ce qu'il faut faire. L'adaptation au sol redoute les terres compactes et peu perméables. Alors, le limono argileux, il est perméable, mais elle est trop compacte. Donc, il faut lui apporter un peu de structure. La terre, l'argile, il n'aime pas trop. Se plaît en sol profond, sain, aéré, bien drainé. Alors, le limon moyen, l'argile sableuse, on n'est pas dans le limono argileux. Hein. L'argile sableuse et le sable argileux. Sable, argile sableuse, c'est-à-dire une argile où vous voyez plein de grains. Donc on arrive à passer, et donc ce sont des sols qui ne sont pas compacts, parce qu'ils n'arrivent pas à être compacts, parce qu'il y a tellement de petits cailloux dedans, que par contre il y a beaucoup à manger, parce que quand vous avez de l'argile, il y a beaucoup à manger. Supporte 12 à 15% de calcaire actif sous réserve d'un bon drainage. Alors, calcaire actif et calcaire normal. Calcaire normal, c'est le caillou. Si vous voulez qu'il soit actif, il faut bêcher autour de vos arbres. Il faut mettre de l'oxygène. Si vous n'avez pas de l'oxygène, le calcium ne va pas pouvoir se corroder. Ce que vous voyez sur les bétons se corrodent. Des fois, vous avez de la poudre qui sort. Et ça, c'est le calcaire actif. Le calcaire qui n'est pas actif, c'est un caillou. C'est comme vous, si on vous donne à manger du caillou. Vous prenez un caillou, vous le sucez, il n'a pas de goût. Vous prenez du sel, vous le sucez, ça a du goût. Pourquoi? Parce que le sel se dissout, le caillou ne se dissout pas. Hein, parce que vous ne pouvez aussi sentir, comme la plante, que ce qui est sous forme d'électrolyte sur votre langue. Exactement comme la plante. Voilà. Alors, on passe au poirier. On va passer rapidement. Besoin en froid hivernal. 1200. Avant, c'était 400. Hein, donc, important, 1200. Donc, les poiriers, on va les monter aussi plus haut en altitude hein, que les pommiers. Hein, c'est-à-dire que vous allez trouver des poiriers plus loin en altitude que les pommiers. Hein, parce que le froid hivernal, et vous voyez que le froid hivernal, 1200 heures à Nice, c'est peut-être difficile à obtenir. Hein.
Donc la résistance au froid, bonne résistance -20, un peu moins que le poirier. La sensibilité au gel, vous voyez qu'elle est à peu près du même ordre, le bourgeon clos il est un peu plus bas. Par contre, les besoins en eau sont nettement supérieurs. Donc ici, on est à 800 mm, donc on est à la limite. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir quand même, donc le poirier 1200 heures, on a dit qu'on peut le mettre en montagne. Si on le monte en montagne, il aura plus d'eau qu'en plaine. Hein, voilà. Craint la sécheresse du sol et de l'air. En montagne, c'est pas mal ça. Supporte mal les brusques variations d'humidité. Ça, c'est peut-être moins bien. Alors, adaptation au sol, argilo-limoneux. Là, on est dans un sol qui est plus compact. Hein. L'argilo-siliceux et le limoneux. Alors, redoute les terrains calcaires. À partir de 7 à 8% de calcaire actif, il y a risque de chlorose. Alors là, j'ai marqué feuille jaune avec nervure verte. Donc, la nervure, elle reste verte. Et la magnésienne, c'est le contraire. C'est une nervure jaune, feuille verte. C'est comme ça qu'on la différencie. Donc, si vous avez ça sur un poirier, et en général, il l'obtient assez rapidement. Si vous avez ça, chélate de fer. Alors, vous me dites chélate de fer. Alors, il y a moyen de fabriquer le chélate de fer. Il y en a qui savent. Vous préparez du thé dans une timbale en acier, en fer. Vous mettez des clous au fond, des clous rouillés, des machins comme ça. Vous faites votre thé, vous laissez bien infuser. Une fois que votre thé est bien infusé, vous mettez une cuillerée de miel. Et vous voyez votre tête qui passe automatiquement au noir foncé. Et là, vous avez fabriqué du chélate de fer, donc vous diluez dans l'eau et puis vous pulvérisez. Voilà. Le prunier. La résistance au froid, moins 50. C'est quand même des choses qui sont beaucoup plus résistantes. Alors, les exigences climatiques diffèrent selon les groupes de végétaux. La Quetch Mirabelle, effectivement, c'est hiver rigoureux, saison tranchée. La prune dente, c'est coteaux ensoleillés en sud-ouest. Alors, quand je dis moins 50, ça le tient, mais ils ne sont pas tous adaptés à cet environnement-là. Hein. On n'est pas tous en Sibérie. La reine Claude et autres pruniers en Aquitaine, en Belgique. Donc, des climats océaniques. Hein. Le prunier japonais, Californie, Afrique du Nord. Hein, voilà. Alors, très sensible au gel printanier. Alors, moins 3,9. Alors, par rapport à moins 4,7. Hein, vous voyez qu'il y a déjà, c'est un peu plus haut. Et les stades pleine floraison, c'est pas moins 3, c'est moins 2. Hein, et la stade nouaison, c'est moins 1. Et donc, le prunier, lui, il est plus sensible au gel printanier. Alors pour ceux qui sont dans la biodynamie, il y a moyen de traiter avec des petits produits, je ne vais pas dire lesquels parce que je vais me planter, ça marche assez bien. Alors on a dit, vous voyez qu'ils ont tous aspergé les vergers dans Westhofen qui est pas loin, ils ont remarqué qu'en mettant de l'eau, parce que l'eau est à 0 degré, hein, donc on augmente la température, on lessivait le pollen, et en fin de compte, on faisait un marécage en dessous, ils avaient un pourritier dans les racines. Donc, ils sauvaient la fleur, qui n'était pas pollinisée, et les racines étaient dans l'eau, elles pourrissaient. Bon, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de chance. Les besoins en eau, forte humidité atmosphérique à la floraison, développent la moliniose. Le moliniose, c'est les fleurs qui commencent à pourrir. Hein. Pas la pétale qui sèche et qui tombe, ce qui est normal. Mais la fleur qui se ferme et se pourrit et reste accrochée. Alors, les pluies précédant la récolte font éclater les fruits. Prunier, prunus, cerise, c'est pareil. Hein. L'adaptation au sol, difficulté dans sol sableux, humide et terre légère. Préfère les sols silito-argileux, ce qu'on a ici. Aussi, alors à ce moment-là. Hein. Et légèrement calcaire, légèrement. Hein, légèrement. Supporte 10% de calcaire actif, donc ça supporte plus que le poirier. Mais au-delà, risque de chlorose. Et j'aurais dit feuille jaune, nervure verte. Une petite question. On voit que là, moi je ne connais pas très bien, oui. Mais on voit que les arbres ils ont des besoins différents. Ils ont des besoins différents. Oui. Mais on conseille en même temps de cultiver plusieurs variétés sur le même terrain pour éviter... Mais vous inquiétez pas pour ça, votre voisine, elle est différente de vous, elle n'a pas les mêmes besoins que vous, et vous vivez bien dans un cathédrale aujourd'hui. Okay. Ça, c'est pas un problème. Par contre, à un moment donné, quand vous arrivez à votre saturation,
La preuve, on a ouvert, il y en a qui arrivent à leur saturation, il y en a d'autres qui survivent bien. Donc après, on discute, on dit, on ouvre la fenêtre. L'arboriculteur, il faut qu'il fasse attention à ça aussi. C'est pour ça que quand vous avez des maladies comme les chloroses, vous dites, ah, il n'est pas tout à fait adapté à mon sol, donc je vais le soigner. Et je peux le soigner très facilement. J'ai 2 traitements par an à faire. Mais il faut que je les fasse, sinon il crève. C'est un peu comme l'insuline. Hein. Vous pouvez très bien vivre sans insuline, mais vous savez l'issue. Hein. Et la chlorose, c'est pareil. Et l'insuline, vous n'allez pas vous dire, je vais me soigner en homéopathie. Ça ne marche pas. Hein, si vous êtes diabétique, vous ne pouvez pas vous soigner en homéopathie. Il faut raisonner de la même manière. Ce qu'on fait aujourd'hui en arboriculture et la plupart du temps, c'est on risque d'être malade, donc je prends des antibiotiques. C'est ce qu'on fait. Hein? Et c'est ce que vous ne faites pas vous, j'espère pour vous. Et on obtient des résistances. Eh bien, on obtient des résistances aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils veulent passer aux OGM, parce que les produits ne sont plus assez forts, parce que tout le monde se résiste à ces produits. Hein? C'est ça le problème. Donc, c'est toute une question de dose, et il faut bien comprendre, dites le gars, j'ai un herbicide, je ne vais plus avoir besoin d'arracher la mauvaise herbe. Je passe. Il dit, merde, mes plantes, elles ne sont pas bien. Merde, il y a des charançons qui arrivent. Bah oui, parce qu'avant, il y avait des trucs dans le sol qui bouffaient les charançons, donc ils étaient à la limite. Hein, donc, voilà, il faut refuser le déséquilibre. Il faut refuser le déséquilibre. Et quand il y a quelque chose qui est malade, il faut se poser la question où est la rupture de l'équilibre. Sur la chlorose, c'est identifié. On a une connaissance phénoménale aujourd'hui. Il faut simplement l'utiliser à bon escient. Hein? Le marteau, vous pouvez l'utiliser pour enfoncer un clou ou pour tuer votre voisin. C'est vrai? Voilà. Alors le péché, lui, vous voyez qu'il gèle souvent. Hein. Besoin important, 650 heures à 900 heures. Donc, ceux qui plantent des amandiers, qui ont besoin d'une vingtaine, trentaine d'heures, dès qu'au mois de janvier, ils ont obtenu ces nombres d'heures, hop, ils fleurissent, et puis pof, ils se prennent un coup de gel, et puis c'est fini. La récolte, elle est réglée pour l'année. Hein. C'est pour ça, quand on dit acclimater. Hein. Alors, besoin important quand même, hein, plus important que le pommier. Hein. Alors, ça dépend des sortes, hein, les pommiers, hein, mais plus important que le pommier. Pourtant, des pêchers, vous les avez dans le sud aussi. Hein. Donc, il faut prendre ça, mais vous ne les avez pas dans le sud partout. Hein. Vous les avez dans le couloir rhodanien, où il y a du vent qui souffle. Hein. La Drôme. Hein. Voilà, la Drôme qui est froid hein, en hiver, la Drôme. Hein. Voilà, donc vous ne les avez pas. Bon, vous en avez aussi qui traînent le long de la côte, mais pas forcément. Là, c'est les abricots. Hein, voilà. Alors, résistance au froid, -20, -25, donc mieux que la poire. Hein. Les variétés tardives sont plus sensibles. Bizarre, hein. On a intérêt à avoir des variétés tardives chez nous, mais elles sont plus sensibles au froid. Bizarre, hein. Ça veut dire que c'est un arbre de climat continental. J'ai -40 l'hiver, enfin -20, parce que le sol n'est pas toujours à -40, mais en Pologne, hein, j'ai -20 en hiver, et quand je fais la bascule, ben, résolument je monte sur les températures, je reviens plus en arrière, j'ai peu de gel printanier. Hein, parce que, si vous allez en Chine, du côté du nord, hein, vous êtes en climat continental parce que vous êtes sur la côte est. Hein. Vous avez -40 l'hiver et vous avez +40 l'été. 80 degrés de... Mais la végétation est adaptée à ça. Nous, ici, on a un problème parce qu'on est dans la zone semi-continentale. Donc, de temps en temps, hop, on est continental. De temps en temps, on est océanique. Et océanique, c'est hiver doux. Donc on passe d'hiver raide, hiver doux, hiver raide dans 1 ou 2 journées. Hein. On peut passer de -20 à +8. En Pologne, ils ne le font pas, ça. Ça monte. Et puis, une fois que les arbres débourrent, ils sont tranquilles. Vous avez la variété d'abricotier hein, qui s'appelle l'abricotier polonais, qui est disons, conduit dans le sud de la Pologne, qui est moins au nord que nous. Hein. Voilà, mais ça marche très bien. Le pêcher de vigne, c'est tardif ou précoce?
Il est adapté à chez nous. Je ne peux pas te dire. Il y en a peut-être des autres parce qu'ils sont souvent issus du noyau, ça dépend d'où tu l'as. Pêcher de vigne ne se taille pas, je te le dis juste en passant. Ouais. C'était peut-être pas la même. Donc voilà. Alors, sensibilité aux gènes printaniers, vous l'avez. -1, c'est un peu plus sensible que le reste. Les besoins en eau, quand même importants, vous voyez, 700 mm. Besoin de chaleur et d'eau en période végétative, craint l'asphyxie radiculaire. L'asphyxie radiculaire, sol limono-argileux, si pas très bon. Hein. pH optimal 6, 7, 5, donc acide. Sol aéré, perméable, redoute les sols à réaction très basique, chlorose sans calcaire. Alors, voilà, très acide, très basique, c'est comme le calcaire, vous avez trop de calcaire, vous bloquez l'assimilation de fer. Chlorose, vous regardez si c'est magnésienne, si c'est ferrique, et vous apportez vos chélates, soit de fer, soit de magnésium, hein, ça s'achète. Oui. Est-ce que vous, quand vous allez à vos vergers, vous utilisez un thermomètre pour voir vraiment quelle température il fait, et non. Puis un hydromètre Non, parce que j'ai aucune influence dessus. Moi. Je sais, ça je sais, mais j'ai aucune influence dessus. Alors regardez ce qui pousse autour de vous. Après, regardez quelles sont les variétés qui poussent autour de vous. Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on coupe les arbres et qu'on ne les remplace pas, des fois on est un peu embêté. Hein. Voilà. Mais après, il faut que vous fassiez vos essais, et après vous allez voir un pépiniériste. Il peut discuter avec vous. Après, vous avez aussi Internet, vous regardez. Après, ça ne dépend pas que de l'arbre qui est au-dessus, ça dépend de porte-greffe. Ça, on y viendra à peu près un peu plus tard. Donc, redoute les sols basiques, hein, à partir de 7-8% de calcaire actif, nouveau, même problème. Hein. Alors, le pêcher, par contre, le cerisier. Alors, le cerisier, on passe au cerisier. Là, la lumière est primordiale, bon éclairement, bonne croissance, craint les échaudures, nécrose de l'écorce. Vous vous mettez plein sud contre un mur plein sud, il va se prendre un coup de soleil. Et vous allez avoir des pans d'écorce entiers qui vont sécher, et puis d'un coup, ça va vous découvrir là, le bois. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aussi quand vous coupez en été. On dit on coupe les fruits, on coupe l'arbre au moment de la récolte. Vous récoltez quand? Au mois de juin. C'est le solstice. Et après, il y a les chaleurs qui viennent. Et c'est comme vous, jusqu'au mois de juin, vous sortez avec un chapeau, et puis au mois de juin, vous dites « Ah, j'en ai plus besoin ». Et pouf, vous avez l'insolation. Et l'arbre, il fait exactement pareil. C'est un être vivant. S'il s'habitue, à partir du mois de janvier, à recevoir du soleil, il sera habitué à avoir du soleil. Si vous le dépouillez au mois de juin, fin juin, eh ben, il se prend un coup de soleil. C'est tout simple. Donc là, vous voyez ce qui... Alors, aussi voir que le merisier tient beaucoup mieux que le griotier, le griotier tient beaucoup mieux que le merisier. La Sainte-Lucie, c'est les petits cerisiers qui font des petites cerises avec grands comme des petits pois qui sont un peu amers. Ils ne sont pas cultivés, hein. Avec des feuilles lustrées, un peu comme des feuilles très, très brillantes, comme si on les avait vernies. Ce sont par principe des feuilles qui sont adaptées au sud, réflexion de la lumière pour ne pas s'évaporer. On les trouve ici aussi. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut greffer sur ça et on obtiendra des arbres qui ne dépasseront pas 2 mètres. Par contre, -15, 2 ans après avoir supporté -15, quand je dis -15, c'est que le sol soit gelé à -15. Hein. Et vous, dans ce cas-là aussi, vous paillez au pied pour qu'au niveau du collet, vous n'ayez pas ce problème. Au-dessus, ce n'est pas un problème. C'est le collet et les racines. Si vous faites un peu attention à ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est différent du merisier. Hein. Ah oui, c'est un arbre qui n'est pas grand, il tient dans la pièce. Hein. C'est une sorte de buisson, il est souvent le long des routes. Le bois est très, très élancé, c'est un bois de cerisier, et petites feuilles lustrées, vernies, avec des petits fruits. Vous goûtez les petits fruits, ils sont amers, mais ça se mange. Merisier, c'est les surkirsch. Hein, merisier, c'est pas les surkirsch, ça c'est le griotier qui est surkirsch. Le merisier, c'est le grand arbre. Alors, non, le griotier, c'est Prunus cerasus. Le merisier, c'est Prunus avium. Avium, avion, grand.
Hein, il fait 15 mètres, 20 mètres de haut. C'est pas la ce qu'on guigne de Westhoffen, c'est le merisier. Non, mais le merisier, c'est pas ce qu'on appelle la cerise sauvage, non? C'est autre chose? Ben, il y a des sauvages de partout. Hein. Le merisier, c'est la cerise sauvage, oui, mais ça, tu hein. peux aussi avoir du griotier sauvage. Hein. Ah oui. C'est-à-dire que la vraie cerise, le griotier, c'est 2 x 16 chromosomes, le merisier, c'est 2 x 8, pourtant il s'hybride. Et l'hybride, tu sais ce que c'est? C'est la cerise vraie. Quand tu parles de cerise, c'est un hybride entre merisier et cerisier. Le cerisier, le griotier, c'est acide, croquant, très sucré, mais acide. Merisier, c'est mou, très sucré aussi. Quand tu fais les deux, tu as la cerise vraie, Krolkirsch, c'est ça. Krolkirsch, alors, oui. Donc c'est des petites cerises? Non, Krolkirsch, c'est grosse. Ah oui. C'est que quand tu mords, ça fait... Ah oui, c'est les... Parce que la guigne de Westhoffen, c'est une cerise molle, elle est molle. Et elle est mûre que quand on peut la cueillir, on la cueille par grappe et on laisse la tige sur l'arbre, on la cueille par grappe, et elle est mûre quand on la cueille par grappe et qu'on n'a pas les mains sales. Bon, voilà. Alors que la griotte, tu ne peux pas la cueillir, il faut que tu casses, c'est pour ça la griotte, quand tu la griottes dans le schnapps, tu as la demi-tige, parce qu'il faut la casser à demi-tige. Si tu enlèves le tige, tu arraches les bourgeons de l'année suivante, et si tu arraches le fruit, tu as le noyau qui reste à l'arbre. Donc la griotte, tu la cueilles en cassant la tige. Hein? Voilà. Et il y a plein de choses. Hein. Et après, il y a des fruits colorés, jus coloré, jus pas coloré. Comment tu appelles Enfin, moi, j'ai dans le bois, là, hein, oui. À côté, il y a plein de cerisiers sauvages ou quoi, oui. qui font des petites cerises qui sont légèrement amères et qui... ça, c'est des Sainte-Lucie. Hein, ça, c'est des Sainte-Lucie. C'est ça, les Sainte-Lucie, alors? Oui. Ça, c'est les Sainte-Lucie. Elles sont amères. Les merisiers ne sont pas amers. Ouais. Les merisiers sont toujours sucrés. Il peut y avoir des petits, mais ils sont sucrés. Et si elles sont amères, c'est du Sainte-Lucie. Et donc, tu peux greffer du Sainte-Lucie, ce qui te permet d'avoir un arbre qui reste petit. Oui. Voilà. Donc, sensibilité au gène, vous l'avez là. Les besoins en eau, alors le besoin en eau, moins. Alors, ce qui est intéressant, sur le merisier, regardez voir. 110 jours en immersion. Vous pouvez le mettre sur un pré inondé. Par contre, quand il commence à débourrer, il ne supporte plus l'eau au pied. Hein. Donc, vous avez dans un pré inondé, il passe tout l'hiver, 110 jours, c'est plus de 3 mois. Hein. 3 mois et demi, c'est énorme. Le pré s'assèche, l'arbre débourre, vient une pluie, inondation, l'arbre meurt. D'accord ? Donc il faut, quand vous le plantez, si vous avez des sols comme ça, il faut absolument que, au moment où il part en végétation, le sol soit plus sec. Et craindre la suitie radiculaire en végétation, c'est pour ça. Hein. Tandis qu'en hiver, plein hiver, on peut le mettre dans un marécage, il est tout à fait adapté. Donc sol aéré, poreux, perméable, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'un sol aéré, poreux, perméable n'est pas une zone inondable. Donc, mais il faut que ce soit bien drainé. Voilà, redoute les sols lourds, compacts, battants, hydromorphes. Hydromorphes, c'est voilà, c'est de la gadoue, des choses comme ça. Voilà. Alors, résistance au froid, sensible aux basses températures hivernales, un peu plus, craint les températures extrêmes. Sensibilité au gel printanier, sensible au gel tardif de printemps, c'est-à-dire qu'il va quand même fleurir à un moment. Vous avez aussi toute une gamme, hein. On arrive aujourd'hui à avoir des gammes sur 11 semaines. Hein, c'est énorme, hein, 11 semaines. Voilà, donc il faut voir. Ceux qui sont les plus précoces n'ont jamais de vers, ceux qui sont les plus tardifs ont toujours des vers. Alors aujourd'hui on a un autre problème, c'est la Drosophile Suzuki, ça c'est celle qui nous bousille tout. Pour l'instant j'ai pas de solution. La particularité, très sensible au chlorose. Oh, non, attends, ça c'était le cerisier. Voilà, redoute les sols lourds, compacts, battants, hydromorphes. Ça c'était bien. Je suis passé au noyer sans m'en rendre compte.
Alors le noyer, résistance au froid, sensible aux basses températures hivernales. Alors le noyer, ici en Alsace, on est dans une zone où le noyer, normalement, c'est pas sa zone. Sauf que le noyer il pousse sans problème. Pourquoi? Parce que par rapport à la Lorraine, on est beaucoup plus bas en altitude, donc on est beaucoup plus chaud. Et le châtaignier, le noyer, c'est plus sa zone normale. Et pourtant, on a du châtaignier. Et on est en sursis ici. Parce qu'on a des températures hivernales qui sont encore clémentes pour ces variétés-là. Tandis que quand vous allez en Lorraine, ça commence à être fini. Hein, parce qu'on monte sur un plateau lorrain, il fait plus froid en Lorraine. Il paraît aussi que le versant est des Vosges, le long du fossé Rhénan, Oui. il est plus chaud parce qu'il y a un courant océanique qui remonte par là. Oui, oui. Et le versant est, pas le versant forêt noire, tout ça, c'est plus froid. Oui, forêt noire, il fait beaucoup plus froid. Donc, pourtant, il est plein sud. Hein. Oui. Mais ici en Alsace, c'est une région bénie des dieux. Hein. On en est. Aujourd'hui, regardez le long de l'autoroute, ce qui pousse de façon sauvage, c'est les noyers. Hein. Si on jetait une châtaigne, ça serait pareil. Mais bon, on jette plus souvent des noix que des châtaignes. Voilà. Alors, particularité sensible aux gènes tardifs de printemps, vous observez le noyer, c'est le dernier à sortir ses feuilles. Mais ce n'est pas le dernier à commencer à avoir de l'activité. Pour voir s'il y a de l'activité, vous coupez une petite branche, et si vous le voyez goûter, c'est qu'il est en activité. Et c'est un des premiers à avoir l'activité, mais c'est le dernier à sortir ses feuilles. Et c'est pour ça qu'il est sensible au gel, hein, aussi. Alors, particularité, très sensible au chlorose. Alors, si vous avez des noyers qui n'ont pas de chlorose, vous aurez certainement des endroits où planter vos pruniers sans problème, ou vos poiriers sans problème. Hein. D'accord? Alors, craint la luminosité excessive. Alors ça, c'est bizarre. Hein, il ne veut pas trop, mais luminosité excessive, ça veut dire que peut-être quand on le monte un peu plus au nord, où les jours sont beaucoup plus grands, ça ne lui plaît plus non plus. Hein. Alors, mise à fruit, 7 ans pour un tronc de 1,20 m. Alors, le noyer, on dit toujours, ah, c'est génial, je veux qu'il soit vachement haut. Donc, 7 ans, 1,20 m, ça c'est une donnée. Et puis on coupe les feuilles, et puis on le remonte jusqu'à 2,50 m. On dit, ouais, le noyer, c'est un grand. Hein. Puis on dit, au bout de 11 ans, on dit, merde, il n'y a toujours pas de fruits. Ben, c'est normal. Hein. Vous faites 1,20 m, 7 ans, 1,40 m, 8 ans, 1,60 m, 9 ans, 1,80 m, 10 ans, 2 mètres, 11 ans, puis vous continuez comme ça. Voilà. Donc, quand vous avez un noyer, gardez les branches basses. Il va se mettre à fruit. Une fois qu'il est à fruit, il est à fruit. Gardez les branches basses. Il va se mettre à fruit, vous aurez des branches longues comme ça. C'est pas gênant. Vous le laissez grandir. Puis à un moment donné, vous coupez les branches du bas. Au lieu de les couper tout de suite, attendez qu'ils se mettent à fruit. Vous allez gagner des années et des années. Hein? Montez. Voilà. Faites-le comme ça. Alors les besoins en eau, manque en juin, petit calibre. Manque en juillet, mauvaise formation des bourgeons de fruits de l'année suivante. Manque en août et septembre, mauvaise qualité du cerneau et mauvaise lignification. Il y a quand même des besoins en eau. Hein. L'adaptation au sol, sol profond, puisqu'il a un pivot, hein, donc il faut qu'il descende profondément. Donc dans les endroits où il y a du rocher en dessous, ça ne va pas lui convenir. Hein. Contrairement au sapin qui a du traçant, et quand vous voyez quand le sapin est retourné, il est tombé, vous voyez que les racines ne sont pas plus profondes que ça. Le noyer, il va descendre un pivot de 2 mètres. Il descend tout droit. C'est vraiment comme un piquet au milieu. Hein. Ce qui lui permet aussi de s'ancrer très fortement. Hein. Voilà. Éviter les sols peu profonds, à cailloux, à éléments fins, mal drainés. Tout ça pour son. Comme il descend profond, il ne faut pas qu'il trouve une source ou une nappe phréatique à mettre en dessous du sol. Ça ne va pas aller. Donc observez. Ça veut dire que vous êtes sur une vallée, peut-être mieux le mettre à un endroit où il y a eu un méplat, où il y a plein de sable qui est venu et vous allez le planter, plutôt qu'au fond de la vallée où il y a plus de cailloux, et plutôt sur le versant un peu plus haut, où il y a aussi beaucoup plus de cailloux.
vous arrangez pour trouver un endroit où il y a eu un lessivage du sol, hein, et une accumulation. On trouve ça. Voilà. Si c'est près d'une rivière, c'est pas... Ben, près d'une rivière, il y a le sol, il n'est pas très drainé. Si, il est drainé, mais il y a de l'eau en dessous. Donc, vous allez avoir un arbre qui va grandir, et puis à un moment donné, il s'arrête. Hein? Le framboisier. Framboisier, alors, demande une alimentation régulière en eau, craint la sécheresse, mais pas sur les feuilles. Hein. Le framboisier, pas sur les feuilles, il n'aime pas ça. Au sol. Adaptation au sol, donc terre acide ou pH neutre. Terre filtrante, alors terre acide, il aura moins de maladies. Terre neutre, les fruits seront meilleurs. À vous de voir. Alors terre filtrante, légère mais riche en matière organique. Il n'aime pas les pieds dans l'eau. Hein. Exclure les sols à forte teneur en limon fin ou argile, calcaire, asphyxiant, en zone inondable, les sables grossiers. Quand vous avez ça, le seul moyen, c'est de rajouter du compost. Hein. Le sol, c'est le sol. Vous n'allez pas le changer, mais vous pouvez rajouter du compost. Donc, rajoutez du compost. Et rajoutez du compost tous les ans. Pour qu'il puisse se développer normalement. Oui. Quand d'un coup, je cherche du compost en déchetterie, on m'a dit surtout n'en mettez pas sur les framboisiers, parce que peut-être c'est trop fort. Ou... il faut... Alors, après, ça dépend de la dose aussi. Hein. Ouais. Ça dépend comment il est fait. Donc, le compost, à la rigueur, le mieux, c'est de mettre du bois raméal fragmenté, du BRF, hein, des copeaux de bois, vous le mettez sur ça. Parce que ça fait un sorte de paillage en même temps, et puis ça se décompose au fur et à mesure. Alors, le meilleur bois pour faire ça, c'est le saule. Hein. Le saule, vous l'auriez mis en décembre, là, aujourd'hui, il n'y en aurait plus. Tout a été bouffé. Donc à poser sur le sol. Ça. Sur le sol, sur la hauteur d'une main, voilà. Il y a des grandes et petites mains, mais c'est pas grave, la hauteur d'une main. Pas comme ça, comme ça. Voilà, le groseillier cassissier, résistance au froid. Les groseilliers sont plus rustiques que les cassissiers. C'est-à-dire le cassis de Dijon, hein, c'est plus au sud, on n'a pas de cassis d'Alsace. Mais on a des groseilles de Baccarat, hein, donc plus froid. Donc si vous retenez plus ça, vous retenez le sirop de cassis de Dijon et le groseillier de Baccarat. Vous savez, où ça se trouve. Température de moins 1 à 5 degrés pendant la floraison. Et là, vous voyez, quand la grappe je dirais, n'a pas eu une bonne pollinisation ou un gel, vous avez des fruits, vous avez juste des tiges, de des fruits, juste des tiges. Vous pouvez faire, vous avez votre météorologue, la grappe, elle vous montre exactement ce qui s'est passé. Hein. Alors l'adaptation au sol, c'est tout type de sol. Sol meuble, aéré, riche en humus. C'est ce que je disais. Sol meuble, aéré, riche en humus. Après, quand vous rajoutez du compost, mélangez un peu aussi à un moment donné. Mais pas sur les couches profondes, sur les 8 premiers centimètres, à la griffe. Hein. Voilà. Puis n'en mettez pas une couche comme ça. Le compost, c'est 3 cm. Hein, et vous grattez après. Exclure les sortes à forte teneur de limon fin ou argile, calcaire, asphyxiant, les zones inondables, les sables grossiers. Donc, quand vous avez ça, parce que tout le monde veut des cassis, tout le monde veut des groseilliers. Moi, j'ai du limon, j'ai aussi des cassis. Par contre, de temps en temps, ils crèvent. Alors, moi, le cassis, c'est pas un gros problème. Vous prenez une petite branche à côté, vous la remettez dans le sol et c'est reparti. Hein. Voilà. Résistance au froid. Non, c'était ça. Les groseilles à macro. Voilà. Groseilles à macro, c'est pareil. C'est du genre pareil, sauf qu'il y a des épines. Ouais, mais ça sèche, hein, il y a des branches qui sèchent. Hein, ça, c'est normal. Il faut le tailler. Il faut le tailler. On va passer l'actinidia. Vous savez ce que c'est l'actinidia, tout? Non. C'est le kiwi. Hein. C'est comme le kaki. Vous savez comment il s'appelle, l'arbre? Plaque minier. Le plaque minier. Hein. Donc ça, c'est juste pour tromper l'ennemi. Voilà. Vous faites culture d'actinidia, il n'y a personne qui passe. Vous mettez culture de kiwi, il y a tout bien qui vient vous les piquer. Résistance au froid. Alors là, protéger les collets avec la paille, c'est quelque chose du sud, hein, des forêts tropicales. Donc, vous paillez le pied pour que le pied ne gèle pas. Climat chaud et humide en été. Sensibilité au gène printanier. Hein.
Au gonflement des bourgeons, -4, il n'aime pas. La récolte, alors regardez, récolte, avant les gelées à -5. C'est-à-dire que vous récoltez après les premières gelées. Hein, les fruits, vous les récoltez après ce qu'il est gelé. Aux premières gelées, tu dis, ah, tiens, maintenant j'y vais, je les récolte. Si vous faites ça avec les pommes, elles n'aiment pas trop. Les cerises, vous ne risquez pas parce qu'il n'y en a plus depuis longtemps. Hein, les poires non plus, elles n'aiment pas trop. Hein. Mais vous voyez que l'actinidia, vous le laissez jusqu'à ce qu'il gèle, et alors vous les récoltez. Hein, après le début de la chute des feuilles, la récolte aussi. Hein. Donc c'est très très tard. Hein. C'est quelque chose qui vient des forêts tropicales, qui supporte pas trop le froid, mais quand même, on peut récolter par -5. C'est quand même bizarre. Hein. Voilà. Alors, les besoins en eau, c'est le moindre à-coup d'irrigation freine fortement la croissance des fruits. Donc là, le long de la rivière, c'est génial. Hein. Il y a toujours de l'eau. Si vous êtes aux façades de maison et que vous avez des périodes de très grand ensoleillement avec du séchage du sol, il n'aime pas trop. Hein. C'est une plante tropicale, donc tropique, il pleut tous les jours. Hein. Le pH optimal entre 6 et 7, donc acide, terre meuble, profond, riche, une petite faute, en matière organique, redoute les sols argileux, compacts et très calcaires. Il n'aime pas trop le calcaire. Hein. Je le dis, et puis l'actinidia, maintenant c'est trop tard pour le couper. Hein. Il pleure déjà. Hein. Voilà, donc l'actinidia se coupe en hiver. En hiver, janvier. Hein, voilà. On va rapidement passer maintenant comment planter un arbre.